Alors, comme j'ai pu vous le dire au début de cet entretien, j'ai un fort attachement par rapport à ma région d'origine, l'Écosse, et les Cévennes à côté. J'ai ressenti le besoin, à un certain moment de mon cheminement intellectuel, de revenir vers ces lieux, de manière à pratiquer ce qu'on pourrait appeler une anthropologie native. Alors l'occasion m'a été donnée à un certain moment par un appel d'offres du patrimoine ethnologique qui portait sur les producteurs d'histoire locale. Et à ce propos, donc, j'ai pu répondre à cet appel d'offres et j'ai mené une recherche sur un plateau calcaire, un causse, donc le Larzac, dans la mesure où il y avait à ce moment-là une opération, je dirais, touristico-politique qui visait à mettre en relief le passé templier et hospitalier de ce haut lieu, de manière bien sûr à alimenter une certaine fibre touristique, mais en même temps, ça se passait dans un endroit qui était lui-même déjà très connoté politiquement, à savoir le causse du Larzac. Donc je me suis intéressé à cette confrontation finalement des passés autour de ce causse du Larzac et j'ai longuement étudié la manière dont les pouvoirs publics, en l'occurrence le pouvoir départemental, s'inséraient dans ces lieux, la manière dont ils voulaient absolument faire en sorte que ces lieux soient en quelque sorte caractérisés par ce passé très particulier, qui est celui des ordres militaires médiévaux, avec peut-être derrière la tête l'idée que cette évocation d'un certain passé pouvait permettre de passer, disons, relativement sous silence le passé beaucoup plus proche, un passé militant lié à la lutte du Larzac. Alors peut-être quelques mots sur cette lutte qui prend effet au début des années 1970, lorsque le pouvoir central décide d'agrandir un camp militaire sur place. Et pour cela, il fallait exproprier un grand nombre de paysans installés sur place. Et là, pour le coup, il croyait que c'était des paysans qui allaient facilement se laisser faire, comme dans d'autres lieux. Mais en fait, le Larzac était un espace en fait, de modernisation agro-pastorale depuis quelques années. Donc il y avait vraiment un mouvement de renaissance rurale qui était en train de se produire, ce qui fait que, en fait, les résistances à ce projet d'extension du camp militaire ont été très fortes. Et c'est à ce moment-là que le Larzac est devenu véritablement un symbole de la lutte contre une certaine militarisation de l'espace, un symbole également de lutte non violente, puisque les moyens de lutte adoptés ont été ceux de la non-violence, et en même temps, ça traduisait aussi une certaine fibre occitane. Hein, on veut vivre et travailler au pays. D'où le slogan qui a été le slogan principal de la lutte, Gardarem le Larzac, nous garderons le Larzac. Donc c'est une lutte qui se situe, qui se développe de 1970 à 1981, jusqu'à l'élection de François Mitterrand. François Mitterrand qui décide donc d'abandonner le projet et l'extension donc de ce camp ne se fait pas. C'est la victoire de cette longue lutte paysanne, ce
qui a fait dire d'ailleurs à Sartre que c'était sans doute l'une des plus belles luttes du XXe siècle, puisqu'elle avait été couronnée de succès. Bon, alors évidemment, cette lutte, elle était reliée à une certaine sensibilité politique. Il y a eu d'énormes rassemblements sur le plateau, qui ont drainé des centaines de milliers de personnes. Partout en France étaient constitués des comités Larzac. Donc tout cela était lié quand même à une certaine gauche, qui à l'époque évidemment n'était pas au pouvoir. Et il a fallu donc que la gauche réussisse à accéder au pouvoir en 1981 pour que le projet soit abandonné. D'où l'intention, peut-être là l'analyse est un petit peu poussée, l'intention de pouvoir départemental qui lui était un pouvoir départemental de droite, d'occulter un petit peu cette lutte qui, peut-être à ses yeux, ne correspondait pas à l'image qu'il entendait donner donc de ce territoire. Donc c'est cette confrontation de passé entre un passé récent militant et un passé plus lointain, médiéval, participant d'une opération touristique-politique qui m'a intéressé et qui a fait l'objet donc d'un rapport, donc la mission du patrimoine ethnologique, et d'un article qui est paru dans un petit livre dirigé par Alban Bensa et Daniel Fabre, Une histoire à soi, où toutes les recherches qui avaient été menées dans le cadre de cet appel d'offres producteurs d'histoire locale étaient rassemblées. Alors tout cela m'a conduit à m'intéresser finalement à la manière dont l'anthropologie peut prendre en charge le passé. Déjà, j'avais, disons, réfléchi à ce problème avec des objets du présent, mais qui sont le point d'aboutissement de longue durée, des objets donc qui sont immergés dans le passé, tout en étant présents. Donc déjà cela, mais en même temps, ce qui m'a intéressé à partir de ce moment-là, c'est la manière dont l'anthropologie peut s'intéresser aux représentations du passé et aux représentations de l'histoire. D'où un livre collectif que j'ai dirigé avec Marilyn Crivello, qui s'appelle « Façonner le passé ». Façonner le passé, représentation et culture de l'histoire du XVIIIe siècle à nos jours. Façonner le passé parce que on réfléchit avant tout dans ce livre sur la manière dont, au présent, on sculpte en quelque sorte, on le façonne, un passé en quelque sorte à la demande, constitué à la demande, en fonction des préoccupations du présent. Un passé évidemment qui peut être instrumentalisé, bien sûr, avec tout le problème justement de la mémoire dont je vais parler dans un instant. Et un bon exemple de ce façonnement du passé, c'est la couverture même du livre, où l'on voit la couverture de la maison carrée de Nîmes, qui a été faite justement par un artisan de Millau. On le voit donc en train de façonner des tuiles, et de façonner donc des tuiles romaines, de manière justement à ce que la maison carrée de Nîmes puisse être couverte à partir d'une toiture de tuiles non pas authentiques, puisque ce ne sont pas des tuiles de l'époque, mais véridiques. Véridiques dans la mesure où elles correspondent exactement à ce qu'on appelle les tegoulés et les imbrex, qui sont celles donc des couvertures romaines de l'époque. Donc le façonnement du passé à partir des préoccupations du présent. Alors bien sûr, cela m'a entraîné vers les problèmes de la mémoire, vers une anthropologie de la mémoire, et cette anthropologie de la mémoire, j'ai pu la mener, là, pour le coup, en revenant vers les Antilles et en m'intéressant à la mémoire de l'esclavage. Mémoire de l'esclavage qui a connu
un très fort développement à partir, disons, de la fin du XXe siècle, à partir des années 1990. Auparavant, bien sûr, on savait que l'esclavage était là, on en parlait, mais il n'y avait pas cet investissement mémoriel qu'il a acquis, disons, dans les années 1990. Surtout à partir du moment où on a fêté, en 1998, le 150e de l'abolition. Ça a été à ce moment-là vraiment un révélateur. Il y a eu toute une série d'événements qui se sont passés et il y a eu la montée d'une très forte revendication de la part des sociétés post-esclavagistes, que sont les Antilles, une très forte revendication pour que ce passé enfin soit reconnu et participe donc au récit national. Donc il y avait cet investissement mémoriel qui était très intéressant à analyser, avec parfois d'ailleurs quelques excès. J'ai écrit un article justement dans la revue Cité intitulé Comment transmettre le souvenir de l'esclavage, excès de mémoire, exigence d'histoire, pour montrer que finalement, souvent dans de tels contextes, la mémoire peut être instrumentalisée. Mais pour le coup, il y avait là, me semble-t-il, un chantier à explorer. Et donc j'ai essayé de le mener à bien. Dans l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir Façonner le passé, je m'intéresse notamment à la manière dont l'espace public aux Antilles a été investi par cette mémoire, par des sculptures, par des fresques murales. Donc, pour bien montrer comment, dans de tels contextes, la mémoire est à fleur finalement en permanence, autour de grandes figures. Par exemple, la figure du marron, à savoir l'esclave qui était capable de fuir les plantations et de vivre sa liberté à l'écart. Donc une anthropologie de la mémoire que j'ai pu développer justement à partir de cette première interrogation qui était relativement éloignée dans l'espace, puisque j'étais parti du COS du Larzac. J'ai pu également, à partir de ce travail sur le Larzac, constituer un ouvrage qui s'appelle Dire l'Écosse, sous-titré Mémoire des pierres, mémoire des textes. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une collecte de textes depuis, je dirais, la plus haute antiquité jusqu'à nos jours, où j'essaye de montrer comment ces textes disent l'Écosse et comment donc c'est constitué dans les représentations cet espace. On voit bien en particulier que cet espace, en tant que tel, en tant que cos, n'existe pas véritablement avant le XIXe siècle. Ce qui existe, ce sont des provinces anciennes. Le cos, c'est un mot, bien sûr, qui est là, mais qui est un mot, qui est un nom commun finalement. Ça désigne en occitan un plateau calcaire, quelconque. Et on le trouve d'ailleurs en plusieurs endroits de l'ère occitane. Mais à partir du milieu du XIXe siècle, il va y avoir une mutation dans les regards portés sur cet espace. Et on retrouve là la notion de paysage, puisqu'il va y avoir finalement un découvreur qui s'appelle Édouard Alfred Martel, qui va, par ses écrits, révéler au public cultivé la beauté de ces espaces, leur sauvagerie, leur originalité, et donc c'est ce qu'il va appeler les cos majeurs dans ses écrits, à la fois dans leur forme extérieure, les gorges, les ruiniformes, mais aussi dans le monde souterrain. Et cette image va bien sûr être une image qui va être développée vers l'extérieur. Ça va jouer un très grand rôle dans le développement du tourisme dans ces lieux.
et en même temps, c'est quelque chose qui va être réapproprié par les habitants eux-mêmes. C'est-à-dire que les habitants eux-mêmes, on leur révèle en quelque sorte la beauté tout à fait particulière de leur pays, et ça va devenir un élément très fort de leur identité. Donc une identité qu'on pourrait appeler paysagère. Et c'est cette identité paysagère que ces textes essayent de mettre en évidence. J'ai pu donc le faire, cela, à partir de ces textes, à partir de photographies, puisque cet ouvrage est illustré d'un très grand nombre de photographies. Ce que j'ai essayé également de montrer à partir de ces textes, bon, c'est pas moi qui ai fait ça tout seul, hein, j'avais donc un certain nombre de collègues et amis qui ont participé à la collecte des textes, c'était de voir comment finalement l'Écosse et leur révélation s'est liée à une mutation de nos sensibilités paysagères, avec en particulier la beauté du sublime, avec la mise également en activité d'une vision du désert, de paysages par lesquels l'âme, en quelque sorte, peut s'élever vers le ciel. C'est pour ça qu'il y a toute une partie consacrée au paysage de l'âme. Et puis, bien sûr, aussi une partie consacrée à la vie productive de ces lieux, notamment à ce que j'ai appelé les causes de la brebis, à savoir l'agropastoralisme. Et il se trouve que durant ces dernières années, l'Écosse et les Cévennes voisines ont été inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de l'agropastoralisme méditerranéen, puisqu'elles constituent un lieu emblématique doté de ce que, en langage de l'UNESCO, on appelle une vue, une vision exceptionnelle et unique, hein, unique et exceptionnelle, voilà, unique et exceptionnelle, donc touchant à une activité humaine. Il s'agit bien sûr d'un patrimoine à la fois immatériel et matériel, touchant à cette notion donc d'agropastoralisme méditerranéen. Et à ce titre, je participe à un conseil scientifique autour de la gestion de ce bien de l'UNESCO Cosse-et-Cévennes. Tout comme je fais partie également du conseil scientifique d'un parc naturel régional, qui est le parc naturel régional des Grands Causses.